Eh bien, bonjour, professeur Yair Oron, Bonjour. et merci d'accepter de me dire quelques mots. J'essaie de réaliser un film dont le titre provisoire est Est-ce que Vence et Jérusalem ont quelque chose à se dire? Alors, c'est un peu prétentieux, vous voyez, de mettre Vence et Jérusalem sur le même plan, mais d'un certain côté, c'est parce que Vence, c'est ma ville. Ouais. Jérusalem, on peut dire, c'est votre ville aussi, quelque part. Alors, Jérusalem, c'est la ville de tout le monde. exactement, combien je suis heureux de vous l'entendre dire. Et donc, voilà, je viens vers vous pour avoir un petit peu votre analyse de la situation, vous poser quelques petites questions, et sachant que vous êtes professeur d'université en histoire, et vous allez peut-être en dire quelques mots par la suite, mais ce que vous disiez à l'instant, et c'est là où je me suis permis de vous interrompre, pardonnez-moi, c'était, vous parliez de ces deux peuples qui sont les Juifs et les Palestiniens. Ouais. Et donc vous aviez une remarque à faire sur ces deux peuples, et je vous écoute avec plaisir et avec intérêt. Bien, je sais que les choses que j'ai dites sont difficiles à attendre, euh, mais je pense que c'est la réalité et je pense que si je pense que c'est la réalité, je dois le dire. Je pense que ni les Juifs ni les Palestiniens ont la possibilité, dans la situation actuelle, de faire la paix. Je pense que malheureusement, les deux peuples sont malades psychiquement, moralement, et dans les deux côtés, bien sûr qu'il y a les hommes de la paix qui essaient vraiment et sincèrement d'avancer vers la direction de la paix, mais il y a aussi les extrémistes. Mais ce qui, à mon avis, va empêcher la possibilité qu'on pourra faire la paix, c'est ni les hommes de la paix ni les extrémistes qui luttent contre la paix, c'est-à-dire qui disent qu'ils veulent la paix, mais pratiquement ils veulent garder tous les territoires. Et en gardant tous les territoires, on ne peut pas faire la paix, c'est très clair. Mais je pense que ce qui est grave actuellement, que si je parle sur les Israéliens, que je connais bien sûr beaucoup mieux que les Palestiniens, il y a beaucoup qui sont désespérés, qui ont laissé tomber leur lutte. Et dans la manifestation qu'on avait fait il y a quelques années, on était des milliers, quelquefois des dizaines de milliers, quelquefois même des centaines de milliers. Maintenant, quand la gauche fait une manifestation, c'est quelques centaines. Pardonnez-moi de vous interrompre, professeur. On pourrait couper la climatisation, Oui. parce que ça fait malheureusement un peu de bruit, excusez-moi. Hein. Non, ça va. Si tu m'entendais. Oui, maintenant, on attend la différence. Eh bien, c'est parfait. Nous vous écoutons avec plaisir. Ce que j'avais commencé à dire, c'est qu'il y a une grande partie des personnes en Israël qui ont laissé leur espoir. Il peut te dire, oui, moi je suis pour une solution de deux États, mais il ne viendra pas pour lutter pour cette solution, malgré le fait qu'on sait que le gouvernement actuel ne veut pas la solution des États. Maintenant, le problème, à mon avis, est très profond. Tous les deux peuples ont et même on essaie d'avancer davantage des psychologies des victimes. Nous, on était victimes de la Shoah, et il ne faut pas l'oublier. Et la Shoah constitue un élément majeur de notre identité. J'ai travaillé sur ce sujet beaucoup de fois. C'est vrai, mais aussi la Shoah nous empêche
malheureusement de voir la situation actuelle comme il est. Et dire qu'Arafat et Hitler, c'est banaliser la Shoah et dire pas la vérité. Parce qu'Arafat, même s'il était un ennemi difficile, il n'était pas Hitler. Et si tu entends des Israéliens qui disent il faut tuer les Palestiniens, il faut tuer tous les Palestiniens, c'est très difficile pour moi de l'écouter dans mon état 60 ans après Auschwitz. Et c'est un échec majeur de notre système éducatif qui veut pratiquement amener notre jeune vers une attitude hostile vis-à-vis des Arabes et qui ne veut pas pratiquement une solution de la paix véritable. Maintenant, il y a le côté palestinien. Les Palestiniens ont souffert de la Nakba. C'est que malheureusement nous nie notre responsabilité. La Nakba était faite par nous. Pas à cause de nous. Parce que c'est les Arabes qui n'ont pas accepté le plan de partage et commencé à faire la guerre contre nous. Mais il y a des villages qui étaient détruits, plus que 400 villages, dans le territoire de l'État d'Israël. Et on ne peut pas empêcher les Palestiniens de se souvenir de leur village. Mais de plus en plus, malheureusement, aussi les Palestiniens avancent le fait qu'ils sont victimes. Et des victimes qui ont des difficultés un avec l'autre ne peuvent pas arriver à la paix. Bien sûr, les Palestiniens ont souffert et nous, on devrait le reconnaître. Et nous, on a souffert énormément. Et moi, j'ai dit, autant que les Palestiniens n'arrivent pas à comprendre la signification majeure de l'Holocauste de notre identité, il n'y aura pas un compromis. Peut-être il y aura une solution politique, mais pas un vrai compromis entre les deux peuples. Et autant que nous, les Juifs israéliens, n'arrivaient pas à comprendre la signification majeure de la Nakba, dans l'identité des Palestiniens, il n'y aura pas de compromis. Et par cela, je ne vais pas faire une identification entre l'Holocauste et la Nakba. Et même ici, dans notre village, j'ai dit aux Palestiniens, vous avez souffert, on a fait beaucoup de mal à vous, malheureusement, il faut le regretter, il faut l'admettre, mais quand vous commencez à comparer les Nakba avec un génocide ou avec un holocauste, moi je ne peux pas aller avec toi, je reste en arrière. Et je pense que plus en plus, quand on arrive à une situation si compliquée et si désespérée, plus les uns et les autres vont utiliser le fait qu'ils sont victimes. Et pour cela, je pense que la contribution de l'Europe peut être majeure. Même peut-être dans certains respects, plus que la contribution des États-Unis. Et parce qu'on ne peut pas le faire seul. On ne peut pas le faire seul. Et je pense que l'Europe et l'Amérique devraient mettre pression sur les deux côtés. Pratiquement, dans la réalité, c'est davantage vers nous, vers les Israéliens, pour nous pousser vers la direction de la paix. Parce que moi, je pense que bien sûr, les Palestiniens ont leurs responsabilités. Mais je pense que dans la situation actuelle, notre responsabilité en tant que juifs israéliens est plus grande. Parce qu'on est la majorité et parce qu'on a la force. Et beaucoup de force.
pour vous montrer comment la psychologie des victimes fonctionne, on a beaucoup de force, mais il y a d'Israéliens qui n'est pas pour les Juifs, mais ils ont vraiment peur des Palestiniens. Comme les Palestiniens peuvent détruire l'État d'Israël. Avec quoi ils peuvent détruire l'État d'Israël? Mais dans leur tête, c'est comme ça. Donc, il faut garder tous les territoires et ne laisser pas les Palestiniens avoir un État indépendant. Parce que, à mon avis, la situation actuelle, c'est une situation suicidaire pour les peuples. On peut pas. La société. Bien, je sais que quand je parle comme ça, il y a des gens qui me disent, mais Yael, comment tu parles comme ça? C'est pas bien pour Israël. Je dis, c'est la seule chose qui est bonne pour Israël, qu'on dise la vérité. Parce que la société israélienne est détruite. C'est-à-dire, on a eu beaucoup de valeurs ici, des sociétés. Et au fur et à mesure, ils ont été détruits. Parce qu'on ne peut pas contrôler un autre peuple pendant 40 ans et rester juste et humain. Parce que tous les malheurs qu'on le voit dans le territoire, on le voit maintenant chez nous. L'agression, le racisme, tout ça, il existe dans la société israélienne. Vous savez, professeur, c'est très émouvant d'entendre ce que vous me dites. Pour quelqu'un qui, comme moi, découvre cette réalité, et évidemment la découvre de façon un petit peu rapide et un peu bon. Mais si vous voulez, je suis extrêmement frappé par ce que vous venez de dire, parce que jusqu'ici, le sentiment que j'ai eu dans ma rencontre avec un certain nombre d'interlocuteurs sincères, c'est une sorte de silence. Et tout d'un coup, le bonheur, enfin pour moi, le terme est un peu ridicule, mais permettez-moi de dire bonheur parce que quand vous cherchez quelque chose et que tout d'un coup vous avez une petite porte qui s'ouvre, c'est formidable. Tout d'un coup, vous me dites, vous êtes le premier. Au bout de 15 jours, je pars demain en France, mais je continuerai mon travail, bien sûr. Hein. Mais vous êtes le premier qui me parlait vraiment. Et évidemment, ce n'est pas pour me dire que la solution est là. Mais c'est déjà formidable de voir à quel point à quel niveau vous situez le problème. Et je dirais que c'est finalement c'est le problème du monde que vous venez d'évoquer. Parce qu'on est tous silencieux sur le mal qu'on fait aux uns et aux autres. Par exemple, si vous voulez, il y a 2 mois, il y a eu Copenhague, ou 3 mois. Ouais. Il a fallu qu'il y ait Copenhague pour que officiellement on découvre qu'il y ait un homme sur 7 qui meurt de faim, qui ne mange pas. Parce qu'avant Copenhague, on le savait vaguement. Mais là, il y a des gens qui sont venus dire, attendez, vous parlez du CO2, vous voulez qu'on arrête le charbon, mais dites-moi, vous permettez qu'on vous dise que nous, on a besoin de manger. Même en faisant du CO2, c'est plus important de manger et de faire du CO2 que d'arrêter le CO2 et de mourir de faim. Il a fallu Copenhague pour ça. Bon, c'est déjà pas mal, si vous voulez, qu'on découvre tout d'un coup, et je ne peux pas m'empêcher de faire un parallèle entre la situation ici et la situation dans le monde. C'est la même chose, finalement, ce que vous venez de m'expliquer. Oui, absolument. Je pense que on peut dire le conflit israélo-palestinien, bien, c'est 7 millions et 3 millions, mais c'est essentiel pour le monde. C'est essentiel pour le monde parce que on sait bien que ce n'est pas seulement les 7 millions israéliens et 3 millions palestiniens, c'est aussi le monde arabe et le monde musulman. Et aussi, je pense que il faut aider les Juifs à résoudre la difficile histoire de la Shoah. Parce que je pense que le leadership
politique, il utilise la Shoah. Et on n'a pas le droit d'utiliser la Shoah. La Shoah est quelque chose, à la limite, sacré qu'on n'a pas le droit d'utiliser. Et quand notre leader politique utilise la Shoah, c'est abominable pour moi. C'est inacceptable. Maintenant, je pense qu'une partie de la difficulté profonde que les Israéliens ont, c'est la mémoire de la Shoah, qui existe ici ou ici, et qui est aussi manipulée par les systèmes éducatifs, malheureusement, pour dire aux jeunes Israéliens, c'est en certaine mesure la continuation de la lutte pour survivre qui a commencé dans la Shoah. Et vraiment, je pense que c'est la responsabilité des Européens et des Américains de nous aider. Et je peux être très honnête. Pour nous aider, c'est-à-dire mettre pression plus grande sur Israël, qu'on cède le territoire. Mais Yaïd Aoron, vous venez de dire qu'il ne faut pas utiliser la Shoah. Je crois comprendre ce que vous voulez dire. Mais comment faire pour que la Shoah reste quelque chose, évidemment, qui doit être connu? On ne peut pas nier la Shoah. Comment faire que la Shoah soit connue et en même temps qu'elle ne soit pas utilisée? C'est ça qui paraît difficile, au fond. Et je pense à ce livre d'Abraham Burg, Oui. Vaincre Hitler. C'est un peu le problème qu'il essaie de traiter quelque part. Oui, et Burg était assis 3 fois avec moi avant qu'il ait écrit le livre parce qu'il m'a dit je vais savoir de près ce que tu fais. Parce que moi je travaille beaucoup sur l'Holocauste et sur le génocide. Bien, il faut étudier la Shoah, et il faut étudier la Shoah partout, pas seulement ici. Il faut étudier la Shoah dans le territoire palestinien. Mais nous, on devrait aussi enseigner la Nakba à notre élèves, des lycéens. Et il faut étudier la Shoah en France, en Angleterre, en Amérique. Et on le fait de plus en plus aux 20 dernières années. Maintenant, si tu me permettais, aussi ici, on fait beaucoup de choses. Et moi, je lutte plus que 20 ans, 21 ans maintenant, pour qu'Israël reconnaisse le génocide des Arméniens. Israël ne reconnaît pas le génocide des Arméniens, malheureusement. Je ne savais pas ça. Oui, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Et même ici, en Israël, à cause de notre relation avec la Turquie et aussi à cause de la conception de la unicité de la Shoah, que la Shoah est une chose unique. Et moi j'ai dit, et maintenant je dis ça pas seulement ici, maintenant je dis ça en Amérique et en France, parce que je pense que c'est mon devoir en tant qu'Israélien de le dire. C'est inacceptable qu'on interdire, on n'enseigne pas le génocide des Arméniens au notre lycée. Moi, il y a 15 ans, j'ai préparé un programme. Le ministre de l'Éducation m'a demandé. Après, il a laissé sa poste. Et le nouveau ministre n'a pas voulu utiliser le programme parce qu'il y a eu des pressions de la Turquie. Maintenant, nier le génocide des Arméniens, c'est pas seulement blesser les Arméniens qui sont très très touchés par l'attitude d'Israël. Moi, je dis que quand on nie le génocide des Arméniens, on trahit les mémoires de la Shoah. Et nous, plus que n'importe qui, on n'a pas le droit de le faire. Et quand j'ai des discussions, disputes ici en Israël, et même dans l'académie, avec des gens,
je leur dis, mais si vous ne voyez pas l'aspect moral qui est majeur dans cette situation-là, qu'un peuple qui était victime, il est obligé de reconnaître la souffrance d'un autre peuple. Alors, peut-être vous voulez regarder sur les rationnels pratiques, parce qu'après, on va payer cher pour ça. Parce que le monde va nous dire comment vous avez réagi vis-à-vis des Arméniens. Comment vous avez trahi les Arméniens. Mais même ça, c'est difficile. On est peu nombreux des gens qui luttent activement pour cette cause-là, pour la cause arménienne. Alors justement, ça m'amène un peu, la question que j'ai envie de vous poser, c'est que un intellectuel comme moi, un Français qui est loin, qui fait un peu de cinéma, un artiste, un peintre, est-ce que sur le plan culturel, il n'y a pas quelque chose à faire d'important, justement, pour préparer cette nécessaire rencontre, cette découverte du mal dont vous parlez? Comment est-ce qu'on peut travailler, chacun à son niveau, moi avec mon film, d'autres avec un livre, d'autres... Est-ce qu'il y a, comment dirais-je, un mouvement à créer qui existe peut-être, hein, je ne dis pas que ça n'existe pas. J'ai vu des films israéliens intéressants, hein, je pense à Salt of the Sea, par exemple, je pense à des films comme ça qui sont extrêmement intéressants. J'ai vu un film aussi qui s'appelle les arbres fruitiers, je ne sais plus. Les orangers. Enfin, on a vu un certain nombre de choses qui sont très intéressantes et je dois dire quand même, et sans faire de démagogie, je dois dire que ce pays d'Israël, avec tout ce qu'on peut lui reprocher, c'est quand même un pays où il y a des gens qui s'expriment, avec une assez étonnante liberté. La liberté absolue. Vraiment, la liberté absolue pour la création, pour la liberté d'expression, c'est absolu. Maintenant, je pense que ça va commencer pour être moi plus clair pour les Palestiniens israéliens. Mais jusqu'à là, et aussi, ils ont eu des libertés d'expression. Mais il y a maintenant des signes que c'est pas clair. Il y a maintenant des Palestiniens israéliens qui sont arrêtés, sans être amenés vers les juges. Non, ils étaient amenés vers les juges, mais sans qu'ils puissent avoir un avocat, sans qu'ils disent exactement qu'est-ce qu'on leur approche. Écoutez, je pense que vous pouvez faire. Je sais qu'il y a maintenant en France le mouvement. Comment c'est le titre? Ces raisons. Non, c'est pas ces raisons. Non, j'ai raison. Ils ont parlé beaucoup en France la semaine dernière de ça. Et avec un mouvement qui était lié à Shalom Arshav, mais ce n'est pas Shalom Arshav, c'est plus large, et qui disent, nous, en tant que juifs de diaspora, mais ce n'est pas limité aux juifs, on veut lutter pour la solution des deux États. Alors, justement, à propos des deux États, il y a des gens qui, de bonne foi, me disent que la solution serait plutôt un seul État, avec deux statuts différents pour deux types de citoyens qui sont d'un côté les Arabes et de l'autre côté les Palestiniens, plutôt que de faire deux États qui vont en quelque sorte opposer les deux peuples. Qu'est-ce que vous pensez de ce raisonnement que j'ai découvert récemment en discutant même avec des gens qui habitent ici, vous voyez, qui habitent à Neve Shalom, hein, vous le savez. Voilà. Mais je pense que c'est une solution qui est acceptée par moins de 1% de la population juive en Israël, et peut-être un pourcentage plus élevé chez les Palestiniens israéliens, mais on a plus la haine augmente, on ne peut pas. C'est-à-dire, peut-être c'était valable il y a 40 ans, 50 ans, mais maintenant les préjugés, les racismes, la haine, ils sont tellement grands, malheureusement, j'ai peur pour cela, que je ne vois pas, c'est-à-dire,
je ne vois pas comment on peut vivre dans un État, même qu'il soit démocratique. Il faut dire que démocratique, dans le sens de quelques Palestiniens, je ne dis pas tous les Palestiniens, c'est qu'ils vont avoir une majorité palestinienne et ce sera la fin de l'État d'Israël comme on le connaît. Non, c'est-à-dire, non, je n'accepte pas ça. C'est une rêve qu'on ne peut pas le réaliser actuellement. Et quelquefois, je ne dis pas toujours, les gens qui parlent maintenant sur cette solution-là, ils ont de mauvaise foi. Ce n'est pas une vraie solution. Il y a une donnée très claire, la grande majorité des Arabes israéliens veulent avoir un État palestinien indépendant. Et probablement qu'il y a une majorité aussi chez les Juifs pour une solution de deux États, malgré le fait que les Juifs votent pour la droite, qui est contre. Ce que Benjamin Netanyahu a dit, c'était pour les Américains. Il ne veut pas vraiment avoir une solution de deux États, je ne crois pas. Et est-ce que je peux vous demander quel est votre jugement sur le travail du Premier ministre actuel de l'autorité palestinienne, Salam, comment s'appelle-t-il? Oui, Salam, oui. Moi, je ne le connais pas, mon frère le connaît. Je discute souvent avec lui parce qu'il fait partie de la gauche israélienne, sioniste, qui cherche la solution de dialogue des États. Et moi je ne le connais pas. Je suis allé à Ramallah il y a quelques jours avec l'aide de Eyas Shbeta, qui m'a gentiment amené jusque-là, et parce que je voulais rencontrer les gens qui travaillent sur le projet de Rawabi, la fameuse colline, cette ville nouvelle, si vous voulez. Et a priori, évidemment, ça paraît quand même intéressant de voir un petit pays, je parle de la Cisjordanie, qui deviendrait petit à petit un pays moderne, équipé, avec de l'activité économique. Est-ce que vous pensez que il y a dans cette politique de ce fameux Premier ministre quelque chose de positif? Oui, c'est-à-dire on dit que la situation en Cisjordanie a changé même beaucoup, qu'il y a beaucoup plus de travail, le niveau de vie a augmenté, il y a plus de sécurité dans la rue des villes palestiniennes, c'est très bien. Et aussi, il est pour la solution des deux États, solution qu'il pense qu'on peut réaliser si on accepte laisser le territoire. Alors, dernière petite question, si vous me le permettez. L'amie dont je vous parlais tout à l'heure, Catherine Bensoussan, elle est allée voir le maire de Vence, que je ne suis plus, donc c'est quelqu'un d'autre, pour lui demander de faire un jumelage avec la ville de Ein Rod, près de Haïfa. Oui. Et moi, ce que j'ai entendu dire de cette ville de Ein Rod me paraît un petit peu gênant, si vous voulez, dans la mesure où c'est une ville qui, semble-t-il, a été évacuée par les Arabes, et puis occupée par des artistes israéliens, ce qui est tout à fait compréhensible, si vous voulez. Mais personnellement, je vous parle très simplement, personnellement, moi je serais beaucoup plus heureux qu'il y ait un jumelage avec Neve Shalom, où justement il y a cette volonté de deux communautés de vivre ensemble, si vous voulez, ce qui correspond un petit peu à ce qui se passe à Vence. Bon, je ne veux pas exagérer, mais si vous voulez, tout de même à Vence, sur 20 000 habitants, il y a tout de même près de 2000 personnes d'origine arabe. Vous voyez, c'est quand même important, si vous voulez. Et il se trouve que ces gens-là se sont, dans l'ensemble, bien intégrés. C'est vraiment... ça marche, quoi, si vous voulez, ça prouve. Alors, évidemment, ce n'est pas comparable.
2000 habitants par rapport à 20 000, c'est-à-dire 10% de la population. Okay, c'est pas mal. Mais c'est déjà quand même pas mal. Donc évidemment, je serais très heureux de travailler à un jumelage avec cette ville d'ici, enfin cette petite ville, cette petite communauté de Neve Shalom. Est-ce que sur le plan administratif, la communauté de Neve Shalom peut prendre la décision de se jumeler avec une ville française? Oui, c'est-à-dire il y a l'autorité ici, c'est-à-dire le secrétariat qui doit le prouver, mais je ne vois pas les difficultés. C'est-à-dire, moi je pense que l'idée des nodes n'est pas bonne à cause de la chose que vous avez dit. C'est vraiment, c'est-à-dire, c'est prendre un village et s'installer dans le village même. Normalement, c'est pas comme ça. C'est-à-dire, il y a des villages à côté de Jérusalem où il y a un village israélien qui a été créé sur le lieu où on avait des villages palestiniens avant. Mais normalement, c'était un peu à côté, pas dans les mêmes bâtiments même, c'est-à-dire... Et puis il y a même une chose que m'a expliqué l'épouse de Hayek, oui. parce qu'on va de temps en temps manger un petit morceau chez lui et on aime beaucoup Hayek. Oui, oui, c'est sympa. Bon. Et cette dame m'a dit qu'un certain nombre de Palestiniens qui voulaient revenir et qui n'ont pas pu revenir dans leur village de Hainod, ils auraient construit de façon plus ou moins clandestine, enfin sans autorisation vraiment, quelques maisons un peu plus haut. Oui. Et il y aurait un deuxième Ain Rod palestinien en quelque sorte, officieux, pas officiel, mais est-ce que c'est bien vrai? Oui, 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 oui. C'est intéressant. Je vous avoue que j'avais envie d'y aller aujourd'hui, mais on était vraiment trop fatigués. On a trop bougé. Je ne pense pas que c'est une bonne idée. C'est-à-dire parce que... Non, je pense qu'il faut respecter les souvenirs des Palestiniens. C'est-à-dire, il peut dire, avec des raisonnements, que quoi, vous allez jumeler avec un village qui était construit sur une autre maison même. Ils ont pris une autre maison. C'est-à-dire, on peut dire ça, c'est qu'il y a des Palestiniens qui disent, tout Israël est sur les lieux des Palestiniens, mais Tel Aviv, c'est pas Jaffa. Tel Aviv, c'est pas Jaffa. Tel Aviv était construit à côté de Jaffa. Je ne pense pas que c'est une bonne idée. En tout cas, écoutez, moi, mais maintenant, je pense qu'ici, on peut le faire. Je n'ai plus de pouvoir à Vence, mais enfin, j'ai encore quand même une présence, bien sûr, à Vence. Et je vous avoue que, en rentrant à Vence, maintenant, j'ai cette petite idée, parce que, encore une fois, ce qui m'a amené à vivre ici, c'est le sentiment que on ne peut pas continuer de regarder ce qui se passe comme ça, sans savoir, sans comprendre. Et tout ce que vous venez de me dire, vraiment me convainc que le monde entier doit s'intéresser à cette affaire. Absolument, absolument. Parce que c'est vraiment, bien, je sais, j'habite ici, c'est une jolie maison et tout ça, mais c'est autant de vie collective, c'est pas pour demain, mais si on continue comme ça, l'État d'Israël va être détruit. Et détruit pas en force physique, mais il va se détruire. Parce que tout le système social est influencé par l'occupation. Et il est détruit. Il va être détruit davantage. Et moi, vous voyez, ce que je souhaite, c'est que justement l'État d'Israël continue, parce qu'il y a un besoin de dialogue chez les Israéliens qui m'intéresse beaucoup. Oui, absolument. Et vous voyez, bon, j'ai assisté récemment à un exposé d'un certain Marc-Alain Waknin, un rabbin, qui vit moitié de son temps ici d'ailleurs et moitié de son temps à Paris, et qui est venu faire une conférence sur la culture juive à Nice. Et
au fond, si je résume tout ce qu'il a dit, si vous voulez, c'est que tout est affaire de dialogue dans la culture juive. Que ce soit dans le Talmud, que ce soit dans la comment s'appelle la Mishnah, et puis enfin bref. Et même il a dit cette chose que j'ai trouvée formidable, il a dit, mais même Dieu c'est une question, c'est pas une affirmation. De la part d'un rabbin, c'était quand même pas mal. Hein. Oui, il y a des bons rabbins ici. Eh bien, je vous dis un très grand merci. Vraiment. Merci. J'aurais plus de temps parce qu'il devrait aller, je vais lui parler un peu. Il va aller à Jérusalem. Merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup, infiniment.